Bienvenue à ce nouvel apéro de l'éducation organisé par l'équipe politique de CGE. Alors, CGE, c'est quoi? C'est, si vous ne le savez pas, un mouvement d'éducation permanente qui s'occupe de questions d'école et de questions d'école centrées sur la valeur de l'égalité qui nous est chère. Voir en quoi l'école contribue à construire de l'égalité ou au contraire à construire des inégalités. Alors, les apéros, 4 fois par an, nous organisons des apéros sur des questions qui nous travaillent. Et donc, cette fois-ci, nous avons choisi la CPU, donc la certification par unité. Bientôt, vous saurez tout, vous aurez toutes les réponses aux questions que vous êtes posées jusqu'à aujourd'hui sur la CPU. Pourquoi nous avons choisi ce sujet? C'est donc une réforme qui est en chantier pour l'enseignement qualifiant, technique et professionnel. D'une part parce que l'enseignement technique et professionnel, ça touche quand même beaucoup les milieux populaires, et quand on s'intéresse aux questions de l'égalité, les milieux populaires, c'est quand même un public très sensible malheureusement aux inégalités, parce qu'ils sont frappés par les inégalités. Ensuite, parce que la question de la formation des travailleurs est une question pour un mouvement d'éducation permanente qui n'est pas rien. Si on veut autre chose que des travailleurs exécutants tels qu'on le voit dans le film Les temps modernes de Charlot. Et ensuite parce que c'est une question qu'on s'est posée, on l'a mis d'ailleurs en titre dans le mailing que vous avez peut-être reçu sur le site. Est-ce que c'est un modèle ou un nouveau paradigme de réforme qui est en train de se mettre en place? On reconnaît toute une série de caractéristiques qu'on retrouve ailleurs, à savoir un renforcement de la standardisation, une certaine fragmentation, une certaine modularisation, la volonté de travailler sur des temps courts, et aussi un renforcement des contrôles, avec des avantages et aussi des inconvénients. Et on aura l'occasion sûrement d'en discuter, d'en débattre avec vous. Alors, pour être clair et pour être honnête, nous tenions à vous dire aussi que sur ce point, nous avions déjà organisé un événement il y a déjà quelques années, je crois en 2012, si je ne me trompe, et CGE avait déjà pris position par rapport à la CPU, et une position plutôt critique. Autant jouer carte sur table et le dire clairement. Mais ici, l'objectif, c'est pas du tout d'enfoncer un clou, c'est au contraire de suspendre ce point de vue, pour faire le point après les années qui se sont écoulées, très franchement, voir comment ça a évolué, les tenants et les aboutissants, et partager avec vous et construire avec vous un questionnement pour nourrir ensemble notre réflexion. Aussi, une deuxième clarification, c'est que quand nous avons commencé à préparer cet apéro, en fait, nous voulions avoir des points de vue plus, disons, balancés. Nous voulions plutôt un point de vue plus critique et un point de vue plus favorable pour justement ne pas donner l'impression de vous forcer la main et les idées. Et en fait, dans l'après-coup, on s'est rendu compte que le tableau qu'on voulait équilibrer n'est peut-être pas tout aussi équilibré qu'on ne le pensait. Mais donc ce n'est pas voulu, ce n'est pas calculé, il n'y a pas de calcul là derrière. Mais je pense, enfin même s'il y a pour le moment en tout cas beaucoup d'absents par rapport aux personnes qui s'étaient annoncées, il y a toute une série de collègues qui travaillent eux aussi dans l'enseignement technique et professionnel, et notamment en CPU. Donc n'hésitez pas à apporter votre témoignage qui renforce ou au contraire qui contredisent ce que vous allez entendre aujourd'hui. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à vous présenter les personnes qui vont prendre la parole. D'une part, il y aura donc Sandrine Grosjean, permanente à CGE, qui donc va vous donner le b.a.-ba de la CPU au cas où vous ne jonglez pas avec tous ces sigles et cette structure un petit peu complexe, il faut bien le dire. Christine Champagne, qui est enseignante et coordinatrice dans une école donc, qui est en CPU depuis déjà un certain nombre d'années. On entre dans la 6e année.
dans la 6e année, voilà. Christine Marron, qui est sous-directrice dans une école aussi en CPU quasiment depuis le début, si je ne me trompe. Dans la 6e année. Dans la 6e année, félicitations. Et alors, Jos Pierson, qui est donc ancien directeur de promotion sociale et chercheur, et qui va nous renvoyer aussi toute une série de pistes et de questions avant de vous donner la parole pour alimenter justement de vos questions et de vos pistes. Alors par rapport aux questions aussi, je tenais à remercier Monsieur Hartz-Banken et Madame Lavaux du cabinet qui sont présents ici. Et donc je les ai invités aussi dans le temps de discussion à prendre la parole pour répondre, rebondir, clarifier. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la possibilité de discuter justement avec des acteurs et des décideurs par rapport aux problèmes. Et donc voilà, c'est une chance, autant la saisir. Merci. Voilà. Eh bien, je cède la parole tout de suite à Sandra. Bonsoir. Donc un petit portrait rapide. Hein. Je ne vais pas rentrer dans un grand étalage. De toute façon, j'en serais pas capable. Donc en 3 questions. Hein. D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Et où allons-nous? Donc d'abord, c'est quoi? Donc c'est l'organisation du 3e degré de l'enseignement qualifiant en unité d'acquis d'apprentissage, UAA. Je pense que c'est un terme qui va revenir. Et donc chacune de ces unités est organisée autour d'un geste professionnel qui devrait être maîtrisé et validé au terme de chaque unité d'acquis d'apprentissage. Pour ce qui est de la formation générale dans ces unités, les référentiels incluent les connaissances et les compétences générales indispensables à l'exercice des tâches professionnelles. Donc, c'est dans cette idée-là qu'elles sont conçues. D'où on vient? Donc ça, c'est un schéma issu des indicateurs de l'enseignement et qui montre le taux de retard des élèves. Vous voyez donc tout à fait ici la 5e, je veux bien que l'outil, ça simplifie la vie. Tu appuies en dessous. J'appuie en dessous. Voilà. Donc cette colonne 6, c'est la 5e professionnelle. Et on voit que le taux de retard, ça c'est ceux qui sont à l'heure en jaune, en gris ceux qui ont 1 an de retard, en mauve ceux qui ont 2 ans de retard, en gris foncé 3 ans de retard et plus. Et donc pour comparer ici, il y a une 6e primaire, une 5e générale, une 5e technique de transition et une 5e technique de qualification. Donc il y a vraiment une difficulté en professionnel avec des retards massifs. Ici, c'est le taux de sortie des élèves. De nouveau, on voit le taux de sortie des élèves. Là, c'est le rose clair, c'est les élèves de plus de 17 ans, qui est de nouveau en 5e professionnel, ainsi qu'en 3e professionnel, en 4e professionnel aussi, est vraiment très important. Et donc, c'est sur base de ces constats-là, évidemment, qu'il y a eu une volonté de changer les choses pour qu'il y ait moins de décrochage et moins de redoublement. Ce sont deux objectifs importants de la CPU. Et donc, quand on consulte le site de la CPU, on voit que l'orientation positive, la revalorisation des métiers, la lutte contre l'abandon scolaire sont à la fois des objectifs portés par la CPU et en même temps des conditions nécessaires à ce que la CPU puisse fonctionner. Donc il y a quelque chose où il faudrait que les deux... que les choses puissent se nourrir les unes les autres et qu'on puisse parallèlement travailler sur ces questions-là et pas uniquement croire que la CPU va résoudre tout ça. Alors, la CPU, elle s'inscrit aussi dans un chantier beaucoup plus large de revalorisation du qualifiant, qui veut lutter contre l'abandon scolaire, favoriser le parcours d'apprentissage tout au long de la vie, améliorer l'insertion socio-professionnelle. Et je vous passe les autres
qui sont nombreux, puisque donc il y a révision de la formation citoyenne, la question des langues modernes, et la mise en place des outils européens. J'y reviendrai un peu plus loin. Comment ça s'est passé? Donc l'histoire jusqu'ici. En 2011, en février 2011, on a décidé que ça allait se faire. Dès septembre 2011, les écoles ont pu ouvrir des options en CPU si elles le désiraient. Donc il y a quand même environ 50% des écoles qui l'ont fait. Donc uniquement pour les sections automobiles, deux sections autour de l'automobile et une section en esthétique. Et puis dans cette année scolaire-là, il y a eu une évaluation du processus qu'on trouve aisément sur les sites. En septembre 2012, c'est devenu obligatoire pour toutes les écoles qui organisaient ces options. Il y a de nouveau une évaluation cette année-là. Et donc, en septembre 2013, il y a une ouverture pour les sections coiffure. En 2015, l'ouverture pour la section de couvreurs. Mais depuis lors, plus d'évaluations qu'on puisse aisément trouver par des recherches simples. Peut-être qu'elles existent ailleurs, mais moi, je ne les ai pas vues. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est complexe. Hein. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui interviennent autour de la CPU. Donc, il y a tous ceux qui sont responsables de la formation en elle-même. Et donc, les écoles, avec évidemment les directions, les enseignants, les élèves qui fonctionnent. Et ça, nos orateurs suivants auront l'occasion de rentrer dedans. Il y a aussi les opérateurs de formation d'adultes, insertion socio-professionnelle, etc. Il y a tous ceux qui s'occupent des métiers et qui réfléchissent. Et donc, une des instances particulières, c'est le service francophone des métiers et des qualifications, qui a défini des profils métiers et donc qui lui-même est formé des syndicats, des patronats, des pouvoirs publics. Et puis, il y a les employeurs et les travailleurs qui pratiquent ces métiers au quotidien, qui définissent eux-mêmes le métier. Donc, les opérateurs de formation, eux, se retrouvent également dans la SFMQ. La SFMQ définit les profils de formation et les employeurs et les travailleurs vont influencer la formation, ou en tout cas intervenir dans la formation à travers les jurys qui se forment pour l'évaluation des unités d'acquis d'apprentissage, ainsi que dans les stages. Et puis, tout ça repose sur un cadre. Et qui est-ce qui établit ce cadre? L'administration et son pendant autour de toutes les questions d'équipement, parce que travailler en CPU, ça demande d'autres équipements que les formations précédentes. Il y a le cabinet, il y a les réseaux, et puis il y a l'Europe. Hein, et ça, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux quand on se pose la question quand on travaille au quotidien dans son école. Mais donc, l'idée de l'Europe, c'est vraiment de vouloir favoriser la mobilité des travailleurs, favoriser l'apprentissage tout au long de la vie, et donc de permettre de valoriser des apprentissages faits, même partiellement à un endroit, et de les valoriser dans un autre pays, dans d'autres écoles ou comme à l'emploi également. Donc ça se fait au travers des dispositifs ECVET et CEC. ECVET, je ne sais plus exactement quels sont les... Mais donc le CEC, c'est la commission des évaluations et certifications. Alors, aujourd'hui, où on en est aussi au niveau politique en Belgique, vous avez tous entendu parler du pacte pour un enseignement d'excellence. Dans l'avis numéro 3, qui est le dernier avis qui est sorti de manière générale et globale, il est dit que la CPU devrait être généralisée après une évaluation. Et ça nous inquiète un petit peu, puisque ça induit le risque d'organiser l'évaluation pour qu'elle étaye l'option de le généraliser. Alors, où allons-nous? Des petites nouvelles. Donc il y a une circulaire qui est sortie au mois de septembre tout récemment et qui annonce le passage en CPU dès la 4e pour 2018. Et puis là, maintenant, en septembre aussi, une série d'options se sont ouvertes. Donc 7 dans l'enseignement en alternance, 4 dans l'enseignement spécialisé et 3 dans l'enseignement ordinaire. Je n'ai pas repris lesquels exactement. Et donc nos questions à ce stade, après tout ça, c'est de se demander
quel impact est-ce que la CPU a sur le travail pédagogique? En quoi est-ce que ça revalorise le qualifiant? Et quel impact est-ce que ça a au niveau professionnel? Et quid de l'émancipation en tant que citoyen et en tant que travailleur? Et voilà les questions qui étaient un peu plus étayées, un peu plus approfondies que ça, que nous avons posées à Christine Champagne et Christine Marron. Et donc, on va les écouter pour voir ce qu'elles ont à nous dire là-dessus. Bonsoir. Donc, pour ma part, je vais me présenter brièvement. Et puis, je vais revenir sur tous les objectifs de la CPU et vous donner notre ressenti dans mon établissement face au fonctionnement et également donc notre ressenti et voilà comment nous vivons au quotidien cette CPU. Je terminerai en donnant mon avis sur la question de l'étendue de la CPU dans tout le qualifiant. Alors donc, j'enseigne à l'Athénée de Jambes et nous sommes depuis 5 ans, on entre dans notre 6e année pour le système de CPU. Alors, je dois vous avouer, donc je faisais partie du groupe de travail pour la création de la CPU, donc dans l'option esthéticien-esthéticienne. Et donc, je vous avoue que j'étais vraiment très, très enthousiaste. À l'époque, je trouvais ça vraiment une idée moderne. Je trouvais qu'on allait enfin être dans quelque chose de beaucoup plus concret. Voilà, donc j'étais vraiment super enthousiaste et j'allais là avec une de mes jeunes collègues qui avait le même entrain que moi. À l'époque, notre chef d'établissement, qui était en fin de carrière, nous avait fait bien rire parce qu'elle avait rebaptisé la CPU en canapé pension de toute urgence. On a compris après pourquoi. Alors, donc, un des premiers objectifs de la CPU, c'était de valider les acquis plutôt que de pénaliser les échecs. Donc, c'est vrai que c'est super bien, mais ça demande une organisation tout à fait particulière. Et on s'est très vite rendu compte, d'ailleurs on l'avait dit quand on était dans le groupe de travail, on avait dit mais ça va être très compliqué de mettre ça en place. Comment va-t-on s'y prendre? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça comme maintenant, en 5, 6, 7? Donc c'était vraiment... Tout de suite on s'est rendu compte qu'il fallait faire ça en 3 ans. Et bon, voilà, on ne nous disait pas trop ce qui allait se passer sur le nombre d'années, mais enfin, voilà. Tout de suite, c'était clair dans notre esprit. Donc, je vais vous montrer, pour que vous ayez une vision un peu plus concrète, je vais vous montrer donc, la difficulté de mettre en œuvre la CPU. Ici, vous avez un bref résumé du plan de mise en œuvre pour une année scolaire donc, de la CPU. Ici, vous voyez que donc, on commence en 5e et 6e. Il y a donc l'unité de formation qui prend cours. Donc, pendant 14 semaines, on va être dans un système d'apprentissage. Et puis, on va passer pendant 2 semaines à ce qu'on appelle des évaluations formatives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation formative ? Si vous voulez, c'est une évaluation un petit peu dans des conditions particulières, c'est-à-dire que l'étudiante va devoir faire un exercice sur une cliente qui vient de l'extérieur, qu'elle ne connaît pas, mais il n'y aura pas de membre du jury extérieur, et ça va évidemment, ça va être suivi d'une auto-évaluation, donc on va demander à l'élève comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On peut faire évidemment de la remédiation, et puis on passe à ce qu'on appelle l'évaluation certificative. Alors, l'évaluation certificative, donc ici vous avez un exemple, les 5e en décembre, c'est la manucurie et la prise de rendez-vous par téléphone. Pour ce qui est des 6e, c'est le maquillage de soirée et le maquillage semi-permanent.
Difficulté aussi, c'est qu'il faut trouver des membres du jury extérieurs. Pour vous donner une idée, pour rien que le mois de décembre, il nous faut trouver 9 personnes qui travaillent évidemment sur le terrain. Au mois de décembre, dans les instituts de beauté, c'est beaucoup de monde. Enfin, voilà, ça, c'est pas évident. Comment ça se passe l'évaluation certificative? L'étudiante a réussi, tant mieux, elle va pouvoir suivre du renforcement. Il faut organiser ce renforcement. Elle a malheureusement raté son évaluation certificative, il faut donc organiser de la remédiation. Et puis, elle doit repasser une deuxième épreuve. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué de mettre en œuvre tout ce genre d'événements. En janvier, il y a de nouveau des évaluations certificatives parce que, voilà, il y a donc le soin du visage et le maquillage pour les 5e qui entrent en jeu, le soin du visage basique et le maquillage de jour, et pour les 6e, c'est le soin du visage spécifique et les l'onglerie, les faux ongles, etc. De nouveau, remédiation ou renforcement pour des jeunes filles qui ont bien réussi, et une deuxième épreuve qui doit s'organiser. Tout ça, évidemment, doit se faire en modifiant au minimum les cours normaux. Donc, c'est vraiment très, très lourd. Ensuite, on va repartir dans un deuxième module, puisque voilà, c'est fini, c'est réussi ou c'est pas réussi. Donc, on entre dans un deuxième module tout fin janvier. Les étudiants donc, vont avoir de nouveau plusieurs semaines d'apprentissage. Et puis, elles vont aller en stage, les 5e partent en stage, on va évidemment voir comment ça se passe en stage. Elles reviennent, c'est nos 6e qui partent en stage. Il faut aussi trouver des endroits de stage pour beaucoup d'élèves, c'est pas toujours évident. Mais enfin, on y arrive. Et puis, de nouveau, évaluation formative, suivie ensuite d'évaluation certificative. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, c'est assez lourd à gérer, d'autant que je vous ai parlé d'organiser les jurys, c'est pas évident. Nous, ça fait donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, 5 ans que nous sommes là-dedans. Chaque année, nous revoyons notre plan de mise en œuvre. J'espère qu'enfin, cette année, nous avons trouvé la solution et que tout va bien se passer, je l'espère. Alors, un autre objectif de la CPU, c'était entraîner plus d'autonomie de la part de nos étudiants. Alors, l'autonomie, je vais d'abord voir du point de vue des enseignants, cette autonomie. La CPU, le point positif, c'est qu'elle a nécessité vraiment une collaboration des enseignants. C'est vrai qu'on a dû travailler beaucoup plus en équipe et on a d'ailleurs constitué toute une série de syllabies, à la fois dans les cours théoriques, et à la fois dans les cours pratiques. Mais il faut se dire qu'à l'époque, tout au début, on était donc 8 professeurs, et je vous assure, 8 femmes, pour qu'on s'entende, c'est pas évident. Je ne vais pas aller dans les détails, mais voilà, ça a été très compliqué, mais enfin, on y est arrivé. Le souci aussi dont on s'est rendu compte assez vite, c'est que la CPU c'est génial, mais quand tout le monde est polyvalente, quand tout le monde sait tout faire. Malheureusement, dans un métier comme le nôtre, il y en a qui se sont spécialisés dans certains domaines. Pour ma part, par exemple, moi j'aime plutôt les soins et les massages, et je déteste les faux ongles. Mais dans la CPU, voilà, il faut en parler. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions, on les a trouvées, bien entendu, heureusement, parce qu'on se complète. Et donc, pour vous donner un exemple, chaque groupe d'étudiantes va avoir 3 professeurs différents. Comme ça, chaque prof peut apporter à l'étudiant sa spécificité et le meilleur, finalement, de lui-même. Donc voilà, il faut aussi un esprit d'équipe, il faut qu'on fonctionne évidemment pour créer le dossier d'apprentissage. Parce que chaque élève doit avoir son dossier d'apprentissage, il faut qu'on y intègre tout ce dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire ce qui s'est passé en évaluation formative, ce qui s'est passé en évaluation certificative, ce qui s'est passé en stage, les rapports, enfin tout ça doit être
archivés. Donc c'est vraiment un travail administratif énorme que nous devons gérer. Alors, au niveau des étudiants, l'aspect très positif, effectivement, c'est comme il y a eu des syllabes communs, le langage est évidemment beaucoup plus clair et unique finalement pour les étudiantes. Elles voient aussi beaucoup plus de liens entre les différents cours. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ce qui est intéressant aussi pour nos étudiantes, c'est qu'il y a un système d'entraînement dans la CPU. Vous l'avez vu, on les prépare, il y a une évaluation formative, elles peuvent prendre conscience de leurs lacunes, elles peuvent y remédier. Et voilà, il y a cette forme d'entraînement qui, malheureusement, a le revers de la médaille, c'est que c'est aussi un petit peu... On les drille tellement que c'est du formatage et justement, l'autonomie, on nous le reproche en stage. Et puis aussi le fait de fonctionner, vous avez vu, par module, c'est-à-dire que nous, pendant toute la première année scolaire, elles ne font que des soins du visage et de la manucurie. Et puis après, on passe dans le module suivant qui est du massage du corps. Et donc, quand elles sont en stage et que le maître de stage leur dit « écoute, il faut aller faire un soin du visage, là ». Et bien, des étudiantes toutes dépitées, « Oh, mais moi, le soin visage, je n'en ai plus fait depuis quelques mois. » Donc, voilà, on nous reproche, dans les lieux de stage, ils trouvent que les élèves sont moins polyvalentes qu'auparavant. Donc, voilà, pour ce qui est de cet objectif-là. Un autre objectif de la CPU, c'était une meilleure conception du métier, quelque chose de plus concret. Alors là, effectivement, nous tout de suite, c'était ça donc, qui nous avait séduit, c'était on était effectivement, grâce à la CPI, on avait une vision beaucoup plus globale, plus générale du métier, on était plus dans la réalité, donc c'est vrai que ça nous plaisait, et c'est vrai aussi que nos étudiantes vont être plongées dès la 5e en stage, donc effectivement, ils vont être dans la réalité tout de suite. Donc ça, c'est effectivement réalisé. Par contre, le morcellement comme il est fait là, voilà, nos élèves on nous reproche le manque de polyvalence. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on nous a demandé, comme le profil métier est très très étendu, et que finalement on n'a pas eu les 3 ans qu'on espérait, on n'en a eu que 2, il est évident qu'on a été amené à voir les choses beaucoup trop superficiellement. On n'avait pas le temps, c'est pas possible. Donc voilà, c'était peut-être au détriment de la qualité. Et donc le milieu du travail nous reproche parfois que nos étudiantes approfondissent moins qu'auparavant. Alors, la mobilité des étudiantes, c'était aussi un objectif de la CPU, c'était de permettre finalement de faire un module, par exemple ici en Belgique, et d'aller faire un 2e module, pourquoi pas dans le sud de la France. Alors, je vais dire ici, dans notre petit microcosme de jambes, nos étudiantes, on n'a été qu'une fois confrontées à ce genre de choses. Moi, je vois bien, quand on leur demande déjà d'aller faire une formation à Liège, d'y aller par leurs propres moyens, c'est déjà la grosse panique. Alors, imaginez qu'elles vont aller faire une formation, un module à l'étranger. Je trouve que le public est peut-être un peu jeune pour ce genre de choses. On a eu en réto une étudiante qui est partie, mais pas dans un pays européen, elle est partie en Turquie. Donc, elle a suivi une formation là-bas. Et plutôt que d'aller comme normalement le CPU devrait fonctionner, c'est-à-dire passer l'examen là-bas et avoir une unité, elle est revenue chez nous. Elle a voulu évidemment passer sa certification chez nous. Elle a échoué. Heureusement, évidemment, c'était une bonne élève. Elle y est arrivée. Et puis, il y a la 2e possibilité. Donc, voilà, ça s'est bien passé pour elle finalement. Alors, autre objectif, c'était de revaloriser le qualifiant. Alors, plus de redoublement. Alors là, effectivement, là, je peux vous rassurer, chez nous, c'est 100% de réussite. Forcément, à partir du moment où on fait, je vais dire, voilà, une évaluation formative, qu'on fait, pour chaque module, elles ont 2 possibilités. Si jamais elles ratent en 5e, elles vont de toute façon aller en 6e. Et comme le système des unités est spiralaire,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'étudiante a réussi son unité en 6e, l'unité 3, hein, l'unité 3 de la 6e, automatiquement, comme le degré de difficulté est supérieur, automatiquement l'unité 1 qu'elle avait ratée sera réussie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont de nouveau 2 chances. Alors, en plus, nous, ce que nous avons organisé, c'est que si par malheur des étudiantes ratent encore en 6e, on leur permet, après remédiation, bien entendu, on fait de la remédiation, et puis on refait en septembre une 3e évaluation. Et donc, ben, voilà, nous n'avons jamais dû organiser cette fameuse Sécu 3D. Voilà. Je ne sais pas vous expliquer, j'ai pas d'expérience au niveau de cette Sécu 3D. Alors donc, voilà ce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et c'est vrai que le milieu du professionnel nous le dit. Comme on a demandé d'être beaucoup plus souple, de voir plus ce qui va bien que ce qui ne va pas, et le fait qu'on a été comme ça vraiment, on a l'impression de courir sans cesse après le temps. Forcément, on a mis l'accent sur le savoir-faire et beaucoup moins sur le savoir. Et donc, je trouve qu'on a perdu en qualité. Et c'est d'ailleurs ce que j'entends comme écho. Et quand on dit plus de jeunes dans le qualifiant, notre réalité à nous, moi j'ai connu, ça fait 27 ans que j'enseigne dans cet Athénée, et j'ai connu plus de 220 élèves dans notre option. Et aujourd'hui, nous sommes à 130, un peu plus de 130 élèves. Alors, je me questionne, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que c'est multifactoriel, ce n'est pas la CPU qui a fait tout ça, mais quand même, je me pose de sérieuses questions. Voilà. Ensuite, étendre la CPU... j'aimerais qu'on soit prudent. Je voudrais... Bon, déjà, je suis rassurée, vous l'avez vu, nous allons enfin passer en 3 ans. C'est pas ce qu'on espérait. Nous, on espérait 5, 6, 7. Malheureusement, ce sera 4, 5, 6. Donc, c'est déjà bien. Ça va nous permettre de revenir à plus d'exigences. On va avoir le temps de faire les choses correctement et plus sérieusement. Donc, c'est déjà bien. Mais moi, j'ai besoin, je voudrais savoir réellement ce que pense le milieu professionnel. Parce qu'avant tout, c'est aussi pour que nos élèves trouvent du travail qu'on travaille. C'est ça notre objectif. Donc moi, j'aimerais bien qu'on questionne le monde professionnel et qu'on leur demande si effectivement, eux trouvent que nos étudiantes sont toujours de qualité et qu'ils ont toujours envie de les engager, encore plus qu'avant. J'aimerais avoir ce retour du milieu professionnel. Voilà, j'espère que je vous ai intéressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous l'aurez compris, je suis l'autre Christine, celle qui n'est pas emballée par la CPU. Et je vais vous le montrer à travers quelques éléments que j'ai piochés. Je suis sous-directrice dans une école technique en Brabant-Wallon et je travaille depuis 1975 dans des écoles techniques de ce pouvoir organisateur. Et donc j'ai une petite vision peut-être sur le long terme. Je voulais vous montrer mon école, c'est à peu près 1000 élèves. Et je voulais insister sur un point qui est souvent mis en avant en disant l'échec, il est créé en école technique. Ben non, l'échec, il vient d'avant. J'aimerais vous faire remarquer que en jaune, ce sont nos premières années. On en a 60. Et puis que tout au long de... Je vais regarder ici, comme ça j'arrêterai de gigoter pour vous. Et puis tout au long des années, nous rejoignent des élèves qui doivent quitter l'Athénée, le collège, enfin, vous voyez. Et donc on est bien dans une... C'est une évidence quand on travaille en école technique, mais enfin c'est une évidence qu'il est bon de rappeler. L'échec, il n'est pas généré chez nous, enfin aussi chez nous, mais il vient surtout d'avant. Et donc on envoie dans les écoles techniques des jeunes qui nous rejoignent progressivement. Alors je voulais aussi insister sur le fait que j'ai mis en bleu
nos sections techniques de transition, en vert nos sections techniques de qualification et en mauve nos professionnels. Je trouve que depuis qu'on a cette fâcheuse idée d'appeler section qualifiante et les techniques et les professionnels, on met dans le même sac des formations qui n'ont vraiment pas du tout ni la même finalité, ni les mêmes contenus. Voilà. Ça, c'était déjà une première chose que je voulais vous dire. Alors, tout en haut, dans les verts, il y a deux petits oiseaux, là. Ça, ce sont nos deux classes de 5e et 6e esthétique en CPU. Donc là, il y a, sur les 1000 élèves de l'école, il y a 39 élèves en CPU, ce qui fait quand même un peu problème de coexistence. Je vais vous en parler après. Alors, je confirme ce qui a été dit par ma collègue Christine. Ce sont des papiers, des évaluations, encore des évaluations, des grilles, encore des grilles. Et il me semble que la formation n'est plus tant une formation qu'une certification de formation. Et donc, j'aime bien cette photo-là parce que le professeur y est en position d'évaluation. Elle n'est pas avec ses élèves en train de montrer, d'expliquer, de corriger un geste. Non, elle est là en train d'évaluer avec son papier et elle doit mettre des V. Et alors les grilles, je ne vous dis pas, elles sont fournies, il y en a beaucoup, il faut compléter beaucoup. On met des demi-classes pour évaluer parce que c'est difficile d'évaluer tous les critères qu'il faut observer en une séance. Donc on prend beaucoup de temps. On n'a pas tout à fait le même système que ce que Christine vous a expliqué, mais en gros ça revient au même. Il y a une première évaluation que nous on appelle à blanc. Moi je suis dans le réseau CP11, donc on appelle ça comme ça au CP11. Donc une première évaluation à blanc, puis une vraie évaluation. Et puis une deuxième évaluation, si jamais on a raté la première, avec des remédiations entre-temps. Mais pourquoi faut-il remédier, si ce n'est parce qu'on a déjà évalué? Il n'y avait pas besoin d'évaluer, alors il fallait attendre que les élèves soient prêts, évaluer. Mais comme on a un programme qui dit qu'à telle date on doit évaluer, alors on doit se dépêcher d'être prêt pour l'évaluation. Qu'évalue-t-on? Presque finalement que ce qui est dans les grilles. Je vais continuer là-dessus. Je vais vous montrer quelques grilles, mais... Voilà notre programme. Il y a quand même un petit quelque chose qui me chipote dans le programme, dans son intitulé. Donc vous voyez bien qu'on a essayé d'harmoniser avec les autres opérateurs de formation, comme on dit pudiquement, et que c'est donc pour l'enseignement secondaire ordinaire, nous, spécialisés de forme 4 et en alternance. Voilà, l'alternance peut-être, quelqu'un y reviendra tout à l'heure. Donc ce programme est le même pour toutes ces écoles-là. Je vous mets quelques grilles. Ceux qui travaillent en CPU sont sans doute confrontés à toutes ces grilles. Elles sont un peu illisibles, mais même si elles étaient clairement imprimées, elles seraient illisibles aussi. Et pareil pour les évaluations qui sont donc en gris. Et il faut aller cocher, là, au bout à droite, il faut aller cocher si c'est acquis ou non acquis. Chaque critère est donc à cocher, acquis ou non acquis. Et c'est ça qu'il faut valider, critère par critère. Ça fait énormément de papier, ça fait énormément de temps passé à mettre des croix dans des cases. Voilà. Alors ça, c'est une ancienne forme d'évaluation, parce qu'il me semble que le modèle a changé. Ça a changé chaque année, comme a dit ma collègue. Mais je voulais vous montrer que quand on nous donne une évaluation à faire, d'abord, on doit faire ce qui est écrit. Et donc, on fait ce qui est écrit là. Il faut indiquer le résultat. Et puis, à côté, vous voyez, il y a une pondération. On a enlevé ça parce que ça faisait trop points, mais enfin, ça donnait une indication quand même des points EGVET, les points dont Sandrine parlait tout à l'heure. Donc, les points européens, comme si au moment de la certification de la manucure, c'était important de savoir combien de points EGVET. Mais oui. Et je vais m'en servir après pour vous montrer que, cherchez bien dans la grille où sont les sciences. Il y a 4 heures de sciences dans l'option, pas dans la formation générale, mais dans l'option. Il y a 4 heures de sciences. C'est important dans la formation de ces filles-là, parce que si elles ne veulent pas travailler comme esthéticiennes, eh ben alors elles ont au moins une solide formation scientifique. Et maintenant, les sciences, ça se trouve dans la rubrique hygiène. Les conditions d'hygiène sont respectées. Voilà. Donc 4 heures de sciences, 4 heures de cours pour se retrouver dans une case à 5% des points. Donc où sont les sciences? En tout cas, il y a dans le profil de certification,
mais comme j'ai oublié de le prendre, qu'il est là derrière, vous irez voir vous-même à la page 92, que dans le profil de certification, on a une très longue liste de notions scientifiques qui doivent être abordées par les profs de sciences. Alors ça va de la biocontamination, en chimie, il faut un petit peu pouvoir lire les étiquettes quand même et comprendre les produits qu'on applique sur la cliente. Et en physique, c'est le maniement des appareils électriques. Mais tout ça n'est jamais évalué. Alors il faut un sacré charisme aux profs de sciences pour continuer à donner un cours qui est quand même un peu ardu, alors qu'il se retrouve en bas de la grille pour 5 points. Parfois, quand il veut bien. Alors, est-ce que le cours de sciences, ça doit être ça? C'est-à-dire un cours qui permet de lire les étiquettes ou les modes d'emploi des appareils qu'on utilise, ou j'exagère un petit peu, donc je vais quand même redire qu'il y a beaucoup de biologie pour connaître la peau de la cliente et ce qu'on peut lui appliquer comme traitement ou pas. Est-ce que le cours de sciences, ça doit être ça et seulement ça? Ou est-ce que c'est un cours, ou est-ce que c'est un cours pour ouvrir sur le monde, pour avoir un autre regard et une attitude intellectuelle sur le monde? Là, c'est un cours de sciences qui devient utilitaire. D'ailleurs, les professeurs de sciences demandent toujours à ne pas donner cours dans la section esthéticienne. Mais alors, où est-ce qu'on va apprendre à réfléchir à ce qu'on fait et à prendre distance par rapport au métier, qui est quand même un métier qui est vraiment très difficile pour les filles vont souvent en stage chez des indépendantes et il y a des relations vraiment dures, des relations de travail qui sont vraiment dures. Où est-ce qu'on apprend à prendre distance par rapport à ça? Peut-être dans le nouveau cours de citoyenneté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors je trouve que c'est un univers tout à fait fermé et qui se referme de plus en plus sur lui-même. Et ça, ce n'est pas le rôle d'une école secondaire d'enseignement obligatoire. Ce n'est pas le rôle d'une école secondaire que de refermer la formation des jeunes sur un geste du métier. Est-ce qu'elles ont choisi ce métier? Je ne suis pas sûre. Elles ont choisi une formation, mais elles n'ont peut-être pas choisi le métier. Et donc, dans ce calendrier, par exemple, vous avez un petit peu trafiqué, je crois, dans votre école, le calendrier préconisé, parce qu'il faut aller en janvier pour faire le nombre de semaines de la première unité. Il y a 10 unités d'acquis, j'ai oublié de vous dire. Il y a 10 UA à valider, ça fait vraiment beaucoup de papier. Hein. Donc, elles sont décalées. Les autres sont en examen, pas en même temps qu'elles. Elles sont en évaluation, pas en même temps que les autres. Pour les validations, ça prend souvent 2 jours, parce que pour pouvoir observer, scruter et noter des croix dans les papiers, là, il faut du temps. Et il faut 2 profs au moins par demi-classe. Ça prend 2 jours où on suspend les cours, où on suspend la façon de... aussi les apprentissages. Et il est recommandé d'avoir aussi le prof de sciences et aussi le prof de français, qui, eux, bien sûr, devraient avoir cours, mais alors est-ce qu'on... Voilà. Parfois, ils vont rejoindre pendant leur fourche, et maintenant, on s'est dit que, bon, ils allaient mettre leur nom, ils allaient signer, puis qu'ils n'y seraient plus. Bah, oui, parce que quand on a tellement de contraintes, à la fin, on s'est dit qu'on allait un peu tricher avec les contraintes. Voilà, alors cette année, c'est la première fois que ça nous est arrivé, ça. Oui, en effet, il n'y a pas de redoublement entre la 5e et la 6e. Oui, on a eu de bons résultats au début. C'est peut-être parce qu'on était aussi dans l'effet de l'expérimentation et qu'il y avait un regard plus important sur ces sections-là de la part de l'équipe de direction et puis de tous les profs qui regardaient un peu cette chose étrange qu'était la CPU. Mais maintenant, pour la première fois, on a eu 3 élèves qui n'ont pas validé leurs 10 unités et donc on est confronté à ce casse-tête de construire une C3D. On n'a pas encore tout compris, mais enfin, voilà, ce sont des élèves qui donc ne vivent pas au rythme de l'école, qui sont à part de l'école et qui sont dans un stress permanent de l'évaluation. J'y reviendrai. Quand ce que j'appelle moi le dogme de la CPU, quand on a besoin de 2 éléments pour ça, d'abord regrouper techniques de qualification et professionnelle, et on a besoin de ce concept de remédiation immédiate. Ça, c'est quand même très sympathique. Parce qu'enfin, quel parent qui vient inscrire son enfant à l'école ne se dit pas « ça c'est bien, voilà qu'on va aider mon enfant, on va remédier immédiatement ». Notons bien que s'il faut remédier, c'est bien parce qu'on a évalué. Je voulais, à ce qui est à propos du qualifiant, rappeler que ça masque des réalités très très différentes pour le moment. Et que c'est ça qu'on est en train de gommer. Et c'est donc là que se trouve toute ma colère contre la CPU. 52 000 élèves pour le moment en technique de qualification.
qui donne donc le certificat de qualification en fin de 6e et le CESS. Et puis en professionnel, 42 000 élèves qui donnent un certificat de qualification en fin de 6e, mais le CSS après une 7e année. Et tout ce qui est proposé dans les textes qu'on voit passer aligne tout sur le modèle des professionnels, donc le CESS en 7e année. Alors, est-ce que les familles choisissent, je dis familles parce qu'on les rencontre aux inscriptions, choisissent un métier? Ou est-ce qu'elles choisissent un domaine de formation? C'est pas du tout un métier qui vient. Et ce travail-là d'orientation, il se fait au moment des inscriptions. Les professeurs, l'équipe de direction, on passe beaucoup de temps, fin juin, quand les résultats sont tombés dans les autres écoles, donc fin juin, début juillet, et puis encore, malheureusement, encore au mois de septembre, après les examens de passage, à essayer de conseiller quelle section, parce que quand ils arrivent, ils ne savent pas, ils savent juste qu'ils ont été interdits de séjour dans une école d'enseignement général. Donc ils arrivent un peu dépités, les familles sont dépitées et déçues. Il faut tout un travail d'orientation, parce qu'ils arrivent en disant « mais où est-ce qu'il y a une section où il n'y a pas beaucoup de maths ?» Voilà. Ça, c'est les inscriptions dans une école technique. Où est-ce qu'il y a moins de néerlandais? Où est-ce qu'il y a... Enfin, voilà. C'est par rapport à leur échec précédent. Tous les élèves qui sont en section technique de qualification n'ont pas du tout renoncé à faire des études supérieures. C'est d'ailleurs ce qu'ils essayent, pour la plupart, en sortant de nos sections. Donc certes, ils ont une qualification. Ça, pour eux, c'est une corde en plus à leur arc. Mais ils essayent les études supérieures avec le même taux de réussite, mais je devrais dire d'échec, que tous les autres, ni plus ni moins. Et donc, quand ils vont en première bac, eh ben, ils font comme les autres. Et donc, c'est pas un métier qu'ils sont venus chercher dans une école technique, c'est un CESS et peut-être une qualification. Ça fait très longtemps, puisque je travaille depuis longtemps en école technique, que je vois bien que la richesse de l'enseignement technique, c'est de mettre ensemble des personnes qui ont l'expérience métier et d'autres qui ont la formation d'enseignants, de cours généraux. Et ce qu'on fait comme travail important et qui n'est vraiment pas reconnu dans ces écoles-là, c'est d'aider les jeunes à se reconstruire après avoir été jetés de l'enseignement général, de se retrouver une nouvelle identité, de se reconstruire. Et ça se fait en effet à travers des options techniques qui sont des options qui leur donnent une nouvelle identité. Mais il faut le temps de changer son identité vers l'idée qu'on est dans une option comptabilité ou une option technicien chimiste comme il y a dans... Tandis qu'en CPU, c'est l'apprentissage métier qui compte. Le drill, c'est ça. Parce que si on épluche toutes les grilles et qu'on regarde tout ce qui est validé, c'est le drill métier. Alors, donc je redis qu'il y a beaucoup de stress dans les évaluations, beaucoup de stress qui génère finalement de l'agressivité chez les filles qui en ont... ah, mais on a remédié, puis vous nous aviez dit qu'on allait réussir, et puis on a quand même raté. Ça arrive. Et donc il y a ce gros sentiment d'avoir été trompé un peu sur la marchandise quand on est entré en CPU. Si on rate quand même, alors là, c'est sûrement la faute du prof. Je vais vous donner un exemple après. Alors, l'année dernière, en avril, il y a eu un grand projet avec l'école d'à côté où ils ont monté une pièce de théâtre, le site 2.0, et c'était vraiment une très belle expérience pour tous les élèves qui ont travaillé là-dedans. Mais les esthéticiennes, elles n'avaient pas le temps, parce que les grilles, il fallait continuer à valider les grilles. Donc les esthéticiennes n'ont pas pu participer au maquillage de ces élèves-là, parce qu'elles étaient dans le stress de valider leurs grilles. Et ce sont les 4e années qui l'ont fait, parce qu'elles avaient encore le temps, puisqu'elles étaient encore avant le projet où les 4e aussi seront en CPU. Donc, il me semble qu'on apprend beaucoup plus dans des projets comme ça, en termes de communication, même communication avec la cliente, hein, où il y a des formules toutes faites qu'il faut apprendre pour communiquer avec la cliente. On apprend mieux comme ça, dans un projet. C'est un beau projet d'échange, de s'adapter à l'autre, de découverte de soi aussi, et qu'elles y ont plus droit, parce qu'elles sont dans leur grille. Alors, Madame S est une des profs d'esthétique. Ça s'est terminé dans mon bureau, et donc cette anecdote-là m'a fait réfléchir à la déception des parents par rapport à des promesses de la CPU. Alors, cette maman arrive et se dispute avec le prof depuis la section esthétique, où les mamans viennent souvent comme modèle.
Alors elles arrivent jusqu'à mon bureau et c'est « Mais Madame S, vous voyez bien que Laurie, elle est complètement paniquée, elle est sous médicaments, elle est stressée, et pourquoi vous lui validez pas ses grilles puisque vous savez qu'elle sait le faire ?» Ah bah oui, mais Madame S, elle doit mettre des croix dans des cases, elle ne peut pas décider que Laurie, elle sait le faire. Bon, j'en ai déduit que beaucoup de parents étaient finalement dans cette déception par rapport à ce qui leur a été vendu. Mais par l'école aussi, hein. On a cru à un moment donné à cette CPU, mais alors là, on n'y croit plus du tout, en tout cas pas. Alors, la CPU et le pacte. Moi, il me semble que l'enjeu là-dedans, c'est le CESS. Et on peut quand même être très méfiant quand on travaille en école technique, quand on voit que la CPU donc, va se mettre en place à partir de la 4e. Ça voudra dire la première année après le tronc commun, une fois qu'on... avec un CESS calqué sur l'enseignement professionnel en 7e année. Alors qu'il me semble que le CESS qu'il y a pour les sections actuelles, par exemple les sections de chez nous, les techniciens chimistes, les comptables, les agents d'accueil tourisme, où il y a beaucoup de langues, toutes ces sections-là, il me semble qu'elles ont toutes les compétences qui peuvent concourir au CESS, et ça, c'est disparu dans l'appellation qualifiant. Et je trouve qu'on manque beaucoup d'ambition pour ces élèves-là qui arrivent en école technique. Parce que ça veut dire que dès la première année, après le tronc commun, ils doivent choisir un métier. Je ne sais pas encore ce que l'approche orientante va faire pour qu'ils soient dans ces sections-là. Ils doivent choisir un métier, ils doivent s'y engager, faire une 7e année. Alors ça, c'est quand même... qui va se lancer là-dedans? Qui va faire un choix d'un métier en sachant que ça va rallonger d'une année le parcours? Donc il me semble qu'on se trompe beaucoup sur ce que cherchent en fait les élèves qui sont dans les écoles techniques. Et donc il paraît qu'on allait lutter contre l'orientation précoce, mais il me semble qu'elle est quand même encore un peu précoce en 4e. Alors, comme l'a dit la collègue, on voit dans nos sections de qualification une lente mais régulière diminution du nombre d'élèves. Et c'est valable dans tout notre pouvoir organisateur. Et ça, depuis qu'on parle de revaloriser le qualifiant, qu'on en parle médiatiquement, le nombre d'élèves diminue. Donc, vous voyez un peu. Je pense que les parents se méfient beaucoup de ça. Et que donc, s'il y a moyen, on va essayer de ne pas y aller. On va essayer de faire autre chose. Et aux inscriptions encore, qu'est-ce qu'on nous demande alors, à part où est-ce qu'il y a moins d'heures de maths, on nous demande, est-ce que vous n'avez pas des sections non qualifiantes? On en a encore un petit peu, mais elles vont bientôt disparaître, je suppose. Mais oui, il y a encore quelques sections non qualifiantes, et celles-là se remplissent, tandis que les autres, les qualifiantes, elles se vident. Voilà. Et donc, ça fait longtemps qu'on se demande si il ne s'agit pas plutôt d'évacuer les coûts de cet enseignement-là, qui coûte plus cher que l'enseignement général, d'évacuer ces coûts-là vers d'autres opérateurs de formation. Et en tout cas, en Brabant Wallon, les IFA-PME et les CEFA font le plein pour le moment, d'autant plus qu'on a changé la réglementation CEFA et que donc on peut accéder maintenant, m'a-t-on dit, je dois le vérifier, qu'on peut accéder au CEFA sans avoir un patron et sans avoir 15 ans. Voilà. Tout ça fait qu'on est extrêmement... j'ai fini. qu'on est extrêmement méfiant par rapport à toute cette mise en place qui serait finalement qui serait une grosse tuyauterie pour mieux évacuer finalement des écoles techniques les élèves qui y sont et les faire aller vers d'autres filières, ou je vais le dire comme on dit maintenant, vers d'autres opérateurs de formation. Voilà, je vous remercie.